Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Au cours des 6 prochains mois, la vie politique française suscitera un immense intérêt chez ceux qui considèrent encore, avec raison, que la France demeure un des grands pôles à travers lesquels se définit la civilisation occidentale. Nous savons la politique française turbulente, passionnelle, très polarisée. Quels enjeux la traversent? À quoi doit-on s'attendre d'ici avril 2022? Pour en parler, je reçois Anne Rosenchère, journaliste et directrice de la rédaction à l'Express. Anne Rosenchère, bonjour. Bonjour, directrice déléguée. Attention à ne pas m'attirer des problèmes. Pardon, désolé pour cette question de titre inexact. Donc, directrice déléguée de la rédaction. Question première, nous sommes à 6 mois environ de la présidentielle en France. Alors je dirais, vu de près et vu de loin, tout à la fois, comment se présente-t-elle pour les Français en ce moment? On nous annonçait depuis quelques mois, quelques années même, la reconduction du duel Macron-Le Pen. L'hypothèse Zemmour est venue se mêler de tout ça. Tout semble aujourd'hui particulièrement confus. Comment la situation se présente-t-elle pour les Français aujourd'hui? Écoutez, c'est très clair. Elle se présente de façon totalement illisible. Mais véritablement, c'est-à-dire que qui aujourd'hui prétendrait avoir la bonne clé de lecture pour savoir ce qui va se passer dans les 6 prochains mois, vous mentirez, franchement. C'est illisible pour plusieurs raisons. D'abord parce que on y reviendra plus tard, mais en 2017, l'élection a complètement turbulé, renversé le décor et le paysage politique français tel qu'il existait depuis de nombreuses décennies. Et bien entendu, depuis, il est en pleine reconstruction. Les mouvements, les tectoniques n'ont absolument pas fini d'évoluer déjà dans le paysage politique, c'est-à-dire la structuration de l'offre politique. Donc ça, c'est un premier élément d'illisibilité de la situation. Et le deuxième, je dirais, elle tient aussi à la société française. C'est devenu extrêmement compliqué de savoir où on en est. Premièrement, d'abord parce que je pense que les corps intermédiaires s'étant complètement effondrés en France comme dans d'autres pays, donc ces institutions indépendantes censées pouvoir intercéder entre le peuple et les élites, c'est comme ça que elles sont définies. Il y a les partis politiques, la presse, les magistrats, et si vous voulez, ces espèces de ponts ne fonctionnent plus pour des raisons qui leur sont propres et aussi parce que les gens s'intéressent de moins en moins à la vie civique, à la vie sociale. Donc ce sont aussi des intéressés des corps intermédiaires. Et donc les capteurs ne sont plus trop là. Ce qui fait qu'on essaye de trouver dans les sondages, dans les livres de sondeurs. Récemment, il y a un livre qui remporte énormément de succès qui s'appelle « La France sous nos yeux » de Jérôme Fourquet et de Jean-Laurent Casselli. Et qui est très bon, d'ailleurs, il mérite son succès, mais parce que justement, tout d'un coup, il vient comme étancher un tout petit peu cette soif de savoir un petit peu plus où en est la France. Donc, est-ce que les gens vont voter ? Est-ce qu'ils se détournent complètement de la politique parce que ils ont été déçus, parce qu'ils sont plus concentrés sur l'individualisme, le bonheur privé plutôt que sur la chose publique? Ou est-ce que quand même la présidentielle va les amener aux urnes parce qu'on est un peuple fondamentalement politique et que l'élection présidentielle est l'élection parmi toutes qui symbolise la Ve République et le suffrage universel français? C'est impossible de dire. J'ajouterai enfin qu'il y a il y a 2 grilles de lecture aujourd'hui en France qui se complètent, voire qui parfois se contredisent et qui sont toutes 2 très pertinentes. Et donc, je dirais que parfois, on a du mal à trancher quand on essaye d'y voir clair. Il y a celle, je citais Jérôme Fourquet à l'instant, de l'archipélisation de la France, c'est-à-dire le fait que, justement, l'effondrement de certains corps intermédiaires, de l'Église, de l'école, etc., et l'avènement de l'individualisme et de la société de consommation ont émietté les sociétés en différentes tribus, en différents archipels, îles d'archipels, qui font qu'aujourd'hui,
finalement, la lecture est complètement brouillée par le fait que chacun a des aspirations contradictoires, hybridées, un peu folles, qui ne répondent plus du tout aux grandes catégorisations antérieures. Et donc vous avez cette lecture-là qui, je pense, est quand même très pertinente. Quand on lit ces livres, on voit qu'émergent comme ça des tribus très fortes. Et de l'autre côté, vous avez, je dirais, la lecture Guilluy, du géographe Christophe Guilluy, qui a théorisé depuis 30 ans sur les fractures françaises, sur la naissance d'une France périphérique comme ça aux marges des grandes métropoles où se concentrent les richesses du tertiaire et de la culture, et qui lui dit, en fait, cette lecture-là empêche de voir le diagnostic principal, qui est qu'il y a aujourd'hui les perdants de la mondialisation contre les gagnants de la mondialisation. Les perdants de la mondialisation étant toute cette France qui n'a pas bénéficié de la tertiarisation des sociétés occidentales, qui a été chassée des métropoles par le prix prohibitif de l'immobilier, et qui demande aujourd'hui non seulement son droit de boucler les fins de mois, mais aussi surtout le droit d'être intégré socialement, culturellement à la société, qui ce sont les cocus en fait des 30 dernières décennies, qui a du mal à se projeter dans un avenir meilleur que ce qu'ils vivent aujourd'hui, et surtout qui ont du mal à projeter leurs enfants dans un avenir meilleur que ce qu'eux ont connu. Et ça, c'est une impasse, quelque chose qui conduit à une espèce de destin commun et de diagnostic commun qui est une force politique, dit-il, et qui finalement, si elle allait voter d'un seul homme, serait majoritaire dans le pays. Et de l'autre côté, on va pas faire le profil des gagnants de la mondialisation, on les connaît, sont les everywhere, comme les anywhere, comme les a appelés David Goodhart, c'est-à-dire les gens qui sont dans les métropoles, qui ont plutôt gagné par cette ouverture de richesse de la mondialisation, etc., et qui grosso modo à la dernière élection ont voté Emmanuel Macron. Ces deux lectures sont, je crois, assez pertinentes, se contredisent, se complètent, et ça donne parfois, je vous dirais, Christophe Guilluy a raison, il se passe quelque chose qui fait qu'un jour ou l'autre, si on n'y fait rien, la France connaîtra ce qu'ont connu les États-Unis avec Donald Trump, ou ce qu'ont connu les Britanniques avec Boris Johnson, c'est-à-dire finalement la prise de pouvoir dans les urnes d'un bloc majoritaire populaire. Et de temps en temps, je ne le vois pas arriver, et je me dis plutôt que c'est Jérôme Fourquet qui a raison dans sa grille de lecture, et que finalement, il y a une segmentation aujourd'hui de la société qui fait qu'à la fin, ce sont les plus mobilisés dans les urnes et le camp, on va dire, de la stabilité légitimiste qui finit par l'emporter à chaque fois. Alors, en 2017, ces deux diagnostics existaient déjà pour parler de la société française. Ces deux grilles de lecture cohabitaient, s'entrechoquaient et ainsi de suite. Vous avez évoqué la possibilité qu'un jour le bloc populaire, s'il votait d'un seul bloc, se retrouve majoritaire. En 2017, Marine Le Pen a cherché à incarner ce bloc populaire. Elle a même emprunté cette rhétorique. Elle s'est délivrée à la fois de la référence à la droite. Elle a voulu se détacher de la question identitaire pour devenir vraiment on pourrait dire, la candidate du parti populiste transidéologique. Elle a flirté avec la France insoumise. Et pourtant, au final, elle a eu 35% environ. Alors, comment expliquer le fait que ce bloc populaire soit potentiellement majoritaire, mais que politiquement soit condamné aux avortements à répétition? Il y a plusieurs raisons. Je dirais la première... Marine Le Pen, elle hérite d'un nom qui continue, même si son parti dans son corpus idéologique, dans ses discours, a fait le travail de dédiabolisation, comme on l'appelle ici. Le nom de Jean-Marie Le Pen continue je pense quand même, de bloquer certaines personnes qui se disent je peux pas voter pour un Le Pen, je peux pas faire un vote lepéniste parce que contrairement à ce que fantasme parfois certains parmi l'élite, le peuple n'est pas tout entier raciste, xénophobe, que sais-je, et plutôt il y en a certains que ça rebute, voilà, de mettre encore aujourd'hui, bien entendu, un bulletin avec écrit Le Pen dessus. Je dirais la deuxième chose, c'est elle a été très mauvaise.
Enfin, il faut se souvenir notamment de l'entre-deux-tours où on a assisté à un crash industriel. C'est Marcel Gauchet qui, dans son dernier livre, une formule que je trouve extraordinaire, il dit « Marine Le Pen a réussi la performance par son incompétence de faire honte à son propre électorat ». Donc, je pense que par ailleurs, elle a un vrai souci de crédibilité, de compétence, et quand même, quand le peuple français élit quelqu'un à sa tête, il a envie d'être rassuré sur la compétence de la personne à diriger, à présider au destin de son pays. Et enfin, dernière chose, je dirais, le mécanisme, on a parlé des États-Unis, on a parlé du Royaume-Uni, qui sont deux pays qui ont un bipartisme. Et c'est un mécanisme qui conduit l'élite, quand elle est trop mise en danger ou en accusation, à prendre en compte le diagnostic populaire. Que ce soit Donald Trump, même si personnellement je n'avais aucune sympathie pour cet homme qui ne me paraissait pas obtenir la décence commune, néanmoins il était le président élu du parti des Républicains, qui est un grand parti, tout à fait. Alors après, ça a grincé des dents au sein même des Républicains, etc. Mais il était l'émergence du système, avec toutes les garanties qu'offre ce système. De même, Boris Johnson, on va pas refaire le pédigré de Boris Johnson, mais c'est l'élite absolue, c'est Eton, etc. Et lui-même est le candidat finalement du Parti conservateur, qui est extrêmement rassurant. Quand vous êtes un Britannique, vous votez pour un des deux grands partis majeurs du pays. En France, ça n'est pas du tout la même chose. C'est une aventure, c'est aventureux, avec en plus une personnalité qui ne rassure pas et qui porte le nom le plus diabolique des dernières décennies dans la politique française. Donc, si vous voulez, si on reprend la thèse de Christophe Guilluy, par exemple, qui dit que le peuple se saisit de marionnettes de ce qu'il a sous la main pour pouvoir faire valoir ses diagnostics, le peuple n'a pas trouvé sa bonne marionnette. Alors, nous revenons à 2022. Aujourd'hui, alors si en fait on suit la vie politique française, je dirais même des dernières semaines, peut-être même des derniers mois tout le moins, on a vu un potentiel de déstabilisation apparaître avec par exemple la candidature annoncée, supposée, pour l'instant encore ça reste à voir, d'Éric Zemmour. On a vu toute une série de thèmes réémerger dans la vie politique que le Rassemblement national lui-même avait laissé de côté. Identité, immigration et ainsi de suite, avec un sentiment d'accélération historique. On voit au même moment la droite classique, au même moment où elle est condamnée à une forme de rabougrissement politique, elle cherche néanmoins à se réapproprier ces thèmes et ainsi de suite. Quelle sera, selon vous, la grande question de l'élection présidentielle de 2022? Est-ce que ce sera la question identitaire dont tout le monde parle, ou dont tout le monde parlait jusqu'à tout récemment, immigration, civilisation, identité? Alain Finkielkraut dit la seule question qui se pose, c'est la survie de la France. Ou est-ce qu'elle sera finalement déterminée par d'autres questions qui ne se laissent pas deviner pour l'instant, mais qui risquent de déclasser la question identitaire qui aurait été passion entre deux élections? De toute façon, les gens votent pour ce qui les intéresse. Donc, on ne va pas leur confisquer la question. En 2017, c'est un peu ce qui s'est passé, non? C'est en dernière instance, on a voté pour les mœurs de François Fillon, pour des costumes, pour des salaires d'attachés parlementaires, et les questions de fond, dans une France qui avait été marquée par le terrorisme, étaient un peu absentes de la présidentielle. Je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'elles ont été absentes. Je pense que la présidentielle de 2017 en était complètement perturbée par la question de François Fillon. Mais je ne crois pas, moi, qu'on puisse manipuler les gens. Voilà, je pense, enfin, c'est bête de dire ça, mais on peut pas manipuler tout un peuple d'un point de vue politique pendant des années. Donc, en vérité, je pense qu'il faut pas considérer les choses de façon aussi segmentée. On peut s'intéresser, c'est toujours la même chose, par exemple, avec les sondages sur les préoccupations des Français. Alors, on vous dit, finalement, toutes ces questions autour de l'immigration, on voit bien que finalement, ça n'arrive qu'en 4e ou en 5e position. Puis 3 mois plus tard, ça arrive en premier parce qu'il y a eu un attentat, parce qu'il y a eu un drame. Et on vous dit, et là, c'est les autres qui reprennent le dessus en disant, vous voyez bien, le pouvoir d'achat, c'est pas la question. En vérité, on peut
peut se préoccuper de plusieurs choses en même temps. Et je pense que c'est le cas pour la majorité des Français. Donc c'est pas parce que, en effet, souvent dans les enquêtes arrive le pouvoir d'achat parce que vous avez quand même envie à la fin du mois de pouvoir manger et nourrir vos enfants et même leur acheter des choses pour leur faire plaisir, que l'immigration n'est pas un sujet pour vous, par exemple. Donc, autour de quoi ça va se focaliser et se cristalliser dans la campagne, je suis incapable de vous le dire, parce que ça peut aussi être des raisons d'actualité, ça peut, qu'est-ce qui va se passer avec le Covid, qu'est-ce qui va se passer, mais je pense que de toute façon, les gens regardent ce qui les intéresse. Donc, et s'ils ne trouvent vraiment rien dans la campagne qui les intéresse, ils s'abstiendront. Après, je comprends pas cette guerre dans laquelle il faudrait trancher entre la question sociale, entre guillemets, et la question identitaire. Pour moi, il est évident que le chambardement des 3 dernières décennies, il est à la fois dans l'avènement d'un modèle économique unique qui est la mondialisation et qui a entraîné tout ce dont on a parlé précédemment, et d'un modèle culturel, civilisationnel unique qui est le multiculturalisme, et qui, quand il arrive en France, plonge aussi un certain nombre de personnes dans le désarroi. Ce sont ces deux grands chambardements qu'il nous faut gérer aujourd'hui, sans se dire, parler du pouvoir d'achat, c'est une diversion, et inversement, parce que les deux camps se renvoient cet argument à la figure. Alors, l'histoire de la politique française, vue de loin, c'est l'histoire du clivage gauche-droite. C'est-à-dire, on peut dire que c'est ici que ce clivage est apparu et qu'il ne cesse de se réinventer d'une manière ou de l'autre. L'histoire des 15 dernières années, c'est une volonté de remplacer le clivage gauche-droite par des tonnes d'autres clivages. Il y a eu le clivage souverainiste, européiste ou mondialiste, il y a eu le clivage identité-diversité, il y a eu le clivage conservateur-progressiste ou progressiste-populiste, et j'en oublie probablement plusieurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un clivage s'impose plutôt que les autres, ou sommes-nous aujourd'hui témoins d'un retour simplement du fameux clivage gauche-droite sous de nouveaux habits? Je pense que pour l'instant, ça revient à la question qu'on s'est posée au départ. C'est-à-dire, est-ce que le clivage gauche-droite a explosé au profit d'un émiettement, de quelque chose qui ne se restructure pas autour d'un axe, on va dire, ou est-ce qu'il y a désormais un axe qui prévaut ? Moi, je pense que, en tout cas, une masse critique s'est désormais reconfigurée autour d'un axe non pas horizontal de la gauche et de la droite, mais vertical de son destin dans le monde transformé tel qu'on l'a décrit. Et c'est vrai que c'était très marquant de voir. Je me souviens notamment aux européennes, parce que c'était les élections qui ont suivi toutes les gilets jaunes. Je me souviens d'un graphique absolument, pour moi, terrifiant, parce que ça veut dire qu'il y a un problème profond dans la société, du vote selon le CSP entre Marine Le Pen, enfin entre le parti le péniste et La République En Marche. Et c'était deux courbes qui se croisaient de façon quasi symétrique, comme si on avait son candidat en fonction de ses revenus. Bon, je pense que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple que dans le trio de tête des catégories populaires, il y a Marine Le Pen très au-dessus encore, Emmanuel Macron, très bizarrement, entre guillemets, qui est à 18%, et suivi de très près, en tout cas pour la 6e vague de l'IFOP qui va bientôt être remplacée, par Éric Zemmour. Donc, je suis pas sûre que ce soit la grille unique, en tout cas pour relire ce clivage. Pour que réapparaisse un clivage gauche-droite, qui à mon avis peut continuer d'exister. Il y a un clivage gauche-droite un peu zombie en France encore aujourd'hui. Mais il faudrait qu'il y ait une gauche et une droite, quoi. Mais pour l'instant, dans la production idéologique, politique plutôt, les deux camps sont extrêmement faibles. Alors, on parle beaucoup de blocage politique en France, le sentiment d'un blocage, mais on pourrait accompagner ça aussi peut-être d'une réflexion sur le sentiment d'occasion manqué à répétition depuis les années 90. On pourrait évoquer quelques figures. Le nom à Maastricht qui, au seuil de réussir et qui finalement échoue. L'émergence de candidatures, Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, des hommes qui ont incarné pendant un temps une volonté peut-être, sinon de transcender le clivage gauche-droite, à tout le moins de redonner une forme d'héritage gaullien, de l'actualiser à gauche ou à droite selon la famille politique des uns et des autres.
Nicolas Sarkozy a peut-être aussi porté cette promesse-là en 2007. À tout le moins, certains l'ont vu ainsi. Est-ce qu'on peut dire que la France des 30 dernières années, à la lumière des personnages que je viens d'évoquer, c'est une série aussi d'occasions manquées qui engendrent un sentiment de dépossession collective, de sentiment de blocage, parce que les grands hommes qui étaient disponibles n'ont pas rencontré finalement les circonstances qui leur auraient permis de devenir hommes d'État? Alors, je différencierais bien sûr l'épisode Nicolas Sarkozy de l'épisode de Chevènement ou Séguin, parce que dans le cas de Sarkozy, il a été élu et il a déçu. Ce qui est bien pire, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, notamment, une des raisons pour lesquelles les Républicains sont tellement encalminés auprès de l'électorat populaire, c'est à peu près 3% des intentions de vote dans l'électorat populaire, c'est parce que vous avez beaucoup de gens qui disent on s'est fait avoir une fois, on se refera pas avoir deux fois. Donc il y a eu comme ça une espèce de déception que les partis traditionnels vont mettre du temps, parce qu'on pourrait dire la même chose pour Hollande, à récupérer. Pour ce qui est de Chevènement et de Philippe Séguin, je pense qu'en vérité, on ne peut pas reprocher des occasions manquées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher au peuple de ne pas avoir voté pour qui il voulait. Néanmoins, je pense qu'ils ont joué un rôle extrêmement important dans une espèce de soft power qui a fini par s'imposer. Je veux dire, quand moi j'étais à Marianne maintenant il y a 10 ans et même un peu plus, je me souviens de comment on se faisait regarder quand on parlait, j'en sais rien, de protectionnisme aux frontières de l'Europe, même pas aux frontières de la France, hein, mais juste le mot protectionnisme était taxé d'une infamie suprême. Quand on disait qu'il fallait revoir le fonctionnement des institutions européennes et que le non au référendum était un déni de démocratie, enfin pas le non au référendum, le fait que les Français aient voté non au référendum et en 2005 sur la Constitution européenne et que ça n'ait pas été suivi des faits. Bref, je trouve qu'aujourd'hui, ou sur la désindustrialisation, enfin, il y a un certain nombre de thèmes qui étaient complètement disqualifiés, on nous disait que c'était des trucs de vieux au visage rougi, en pantoufles, et que Chevènement et Séguin, ils étaient bien mignons, mais c'était des gens des époques passées. Je constate aujourd'hui que leurs idées sont au barycentre du débat français aujourd'hui. Donc, quelque part, ils ont été les passeurs, et sans eux, peut-être que ce courant de pensée se serait éteint, alors qu'il est en train, aujourd'hui, de prendre possession du discours. Alors, le problème, c'est la différence entre le discours et les actes. C'est-à-dire que, mais bon, c'est déjà une première étape. Si on est optimiste, on se dit que peut-être, après le discours, viendront les actes. Mais on voit aujourd'hui que ce soit au PS, aux Républicains, partout, désormais, il y a une prise en compte de ce diagnostic chevènementisto-séguiniste. Savoir si derrière, il y aurait le courage politique de l'appliquer, c'est autre chose, parce que ce sont vraiment des retours, des mea culpa qui nécessitent un courage politique majeur, parce que face à l'Europe, ça nécessiterait peut-être un bras de fer, face à l'administration, face à beaucoup de choses. Imaginez ça, un podcast, un balado où les animateurs ne font que boire du vin, parler de vin, faire des entrevues, recevoir des invités qui font du vin, qui servent du vin. Seigneur, c'est le bonheur. C'est que du bonheur. Avec Nadia Fournier, Patrick Désy. Salut Pat. Hey, c'est désagréable comme métier. Ah, je te dis. C'est ça, à chaque semaine, le balado des méchants raisins, une production Cube Radio, disponible sur cube.ca et sur l'application Cube. Santé! Alors, qui s'intéresse à la politique française depuis quelques semaines rencontre un nom à répétition, Éric Zemmour. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, plusieurs l'imaginaient au deuxième tour de la présidentielle. Aujourd'hui, sa situation semble plus compliquée. À tout le moins, il rencontre ses premiers véritables obstacles dans sa campagne. Au-delà de l'appréciation des uns et des autres du personnage, comment expliquer l'émergence politique de Zemmour, qui était jusqu'à tout récemment un éditorialiste, un écrivain, un commentateur, et qui a réussi pour l'instant, tout le moins, à s'est projeté en politique? Comment expliquer la réception finalement assez favorable d'une partie de l'électorat, à dire finalement c'est un candidat crédible et on va le suivre pour un temps tout le moins dans cette aventure?
Je pense qu'il y a en France comme le spectre de la Ve République qui hante. Parce que la Ve République, c'est donc l'idée... Pour la résumer, le général de Gaulle disait, pour résumer le président en Ve République, c'est un homme choisi, c'est l'homme de la nation, j'adore cette expression, l'homme de la nation, choisi par elle-même pour répondre de son destin. Voilà. Et cette espèce de... Marcel Gauchet dit que c'est presque un populisme ontologique de la Ve République, dans cette rencontre du peuple avec un homme ou une femme. Nous n'arrivons pas à en faire le deuil. Nous y sommes attachés. Et pourtant, les partis tels qu'ils sont devenus sont des tue-l'amour de la politique façon Ve République. Parce que vous avez les primaires. Alors les primaires ou les congrès ou que sais-je, pour qui a pu regarder, je pense qu'on le fait pas au Canada, mais pour qui a pu regarder un petit peu ceux des Républicains ces dernières semaines, vous ne pouvez pas trouver plus tue-l'amour que cela. On a l'impression d'une espèce de grand oral entre des gens qui vont vous sortir des réformes techniques sur je ne sais pas quoi. Donc forcément, ça ne correspond pas à cette envie, à cette aspiration-là. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez une aventure solo d'un tribun qui dit « mais moi, je suis en dehors de ces partis et je parle un peu mieux que les autres et j'essaye de prendre de la hauteur », vous avez un frémissement. On peut rétrospectivement expliquer la victoire d'Emmanuel Macron comme ça, je veux dire typiquement. Et c'est pas un hasard si en effet les équipes d'Éric Zemmour sont braquées sur l'expérience Macron de 2017 parce qu'ils essayent de refaire la même, pas dans le même camp politique, mais ils essayent de refaire la même. Donc moi c'est comme ça que je l'interprète premièrement, et deuxièmement aussi. Je pense que sa radicalité qui est en train de servir aujourd'hui, l'a servi dans un premier temps, pas forcément parce que tout le monde était d'accord jusqu'au bout avec la radicalité de ce qu'il dit, mais parce qu'il y a cette idée que désormais ce qu'il manque le plus dans notre personnel politique, c'est le courage. C'est le courage de l'action et de rendre possible ce que l'on dit dans la communication politique. Hélas, le personnel politique ces dernières années s'est plutôt illustré par son manque de courage. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on parle, on fait des diagnostics à longueur de journée, on est de plus en plus radicaux, cash dans ce qu'on dit, parce que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas la bien-pensance qui est en progression dans le discours politique, c'est même plutôt des choses cash qu'on n'aurait jamais dit il y a 10 ou 15 ans, mais que derrière, Sarkozy en est vraiment l'illustration, on finit par faire de la bonne vieille politique pragmatique, comme on dit, qui revient sur à peu près tout ce qu'on avait dit pendant la campagne. Et donc, je pense qu'il y a eu cette idée de dire, mais si lui, il va jusque-là sur les plateaux et qu'il est prêt à se prendre tout ça, peut-être qu'il aura le courage de faire. Peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, ça le dessert. Mais vraiment, parce que pour reprendre l'expression que j'ai utilisée à propos de Donald Trump tout à l'heure, il y a besoin d'une décence minimum, d'un ethos où on va faire confiance, où on sait qu'on n'ira pas trop loin, on va pas mettre le pays dans un état de guerre civile permanente. Et je pense qu'Éric Zemmour ne rassure pas du tout là-dessus. Je veux dire, quand il fait des sorties qui n'ont pas le sens commun sur Jean-Michel Blanquer pour le comparer à Mengele, alors ça c'est auprès d'une certaine partie de l'électorat que ça aura fait dresser les cheveux sur la tête, mais ça suffit déjà pour que certains disent non, je vais pas faire ça, c'est complètement clownesque, c'est gaguesque, on va pas aller là-dedans, c'est pas un président de la République qui peut dire ça. Quand il fait, je pense le Bataclan aussi, à mon avis, c'était une erreur de sa part, mais c'est conforme à ce qu'il pense, hein, donc et c'est conforme à sa radicalité, à son envie d'aller jusqu'au bout et de démontrer qu'il a raison parce que il déroule un axiome et qu'il ne supporte pas se faire amender par la réalité des faits, d'une nécessité de responsabilité du discours politique qui fait qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense tout le temps, par exemple. Eh bien, je pense que c'est en train, sans parler de la partie gaguesque, enfin c'est pas gaguesque d'ailleurs, mais de sa vie privée, j'ai l'impression que voilà le soufflet est en train de retomber. Après,
je vous le disais en début de podcast, bien malin qui peut prédire ce qu'on en sera, ne serait-ce que dans 2 ou 3 mois. Alors, il aura réussi néanmoins pendant un temps à imposer la fameuse question de l'identité au cœur de la vie politique française. Mais la question de l'identité semble se présenter de manière assez contrastée d'une famille de pensée à l'autre. Pour certains, c'est la question de l'immigration, c'est-à-dire fondamentalement une immigration massive qui condamne peu à peu les Français à devenir minoritaires chez eux et étrangers chez eux. Pour d'autres, c'est la question plus largement donc, du rapport de la France à sa propre histoire. Donc là, est-ce que nous sommes encore nous-mêmes ou est-ce que nous sommes finalement une province mentale des États-Unis de plus en plus? Et il y a aussi un discours qui caractérise la politique française, c'est le discours qu'on pourrait parler de l'incantation républicaine. Vous me pardonnerez cette formule. Alors, on parle de la République, mais je dirais pour bien des gens à l'extérieur de la France, la République, c'est un régime, il y a la monarchie, il y a la République. Donc, soit vous avez une République ou une monarchie, et c'est tout. En France, le mot République ne s'écrit qu'avec une majuscule à certains égards et se prononce avec des trémolos dans la voix. À quoi font référence ceux qui adhèrent à ce discours républicain sur le mode passionnel? À quoi font-ils référence lorsqu'ils disent la République parlent de la République avec une telle passion? Je pense qu'ils font référence à ce modèle unique, universaliste, dans le sens où c'est un modèle qui se prétend le meilleur et qui prétend rayonner et peut-être diffuser dans le monde, ce qui paraît peut-être très arrogant à qui nous écoute, mais qui est un aboutissement philosophico-politique assez unique et dont je pense on peut nourrir quelques fiertés. Et quel est ce modèle? Si je devais le résumer, je volerais la formule de Régis Debray qui est en République, le citoyen est l'homme sans étiquette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus qu'ailleurs, nous avons inventé un modèle où les particularismes ont le droit d'exister, bien entendu. Ça n'est pas un modèle totalitaire. Vous avez droit à avoir votre religion, vos origines, votre culture, votre folklore parfois, mais dans la vie privée toute la cité, l'organisation de la vie publique doit être organisée autour non pas de nos différences, mais de ce qui nous rassemble. Donc, ça veut dire qu'en vérité, un citoyen français, si on va jusqu'au bout, et c'est ce que nous reproche parfois le camp des multiculturalistes, n'a même pas de couleur de peau. Bon, sauf que c'est évident que nous avons tous une couleur de peau, mais cette espèce de proclamation que finalement la communauté de référence, la communauté même anthropologique de référence, c'est la nation et pas la tribu ou la religion ou que sais-je, c'est l'aventure de la République. Je crois, fondamentale. La République, notre royaume de France, comme disait Charles Péguy, parce que je pense qu'il y a en France une relation à ce régime qui n'est autre qu'un régime politique, comme vous l'y rameniez dans votre question, mais qui est sacré. C'est de là que viennent les trémolos et je pense qu'ils sont assez justifiés. Ils sont justifiés d'autant plus que cette République est mise à mal, ce modèle est mis à mal, en effet, par le double assaut, je dirais, des particularismes d'un côté, donc le modèle anglo-saxon du multiculturaliste, mais aussi le fait que les différentes vagues successives d'immigration ont fait que désormais il y a des minorités organisées en communautés et qui en plus ont souvent été concentrées géographiquement dans des endroits, dans des villes, dans des quartiers où en gros par l'effet du nombre, les leviers de l'intégration républicaine ne peuvent plus fonctionner. Et donc vous avez des communautarismes désormais concrètement qui coexistent dans certains endroits de la France, qui sont très différents du modèle qui prévalait jusque-là et qui se sont hybridés en plus avec la revendication multiculturaliste du droit à la différence et même de la sacralisation de ce droit à la différence. Donc, je dirais que ces 3 thèmes que vous évoquiez sur l'identité, ils se rencontrent. Sachant que sur l'immigration, je voudrais juste faire quand même une incise, parce que je pense qu'on a une façon, en France, parfois, de présenter les choses qui est malhonnête et qui ne simplifie pas le débat. L'immigration, ça n'est pas les petits blancs
qui se raidissent contre l'étranger. Quand le géographe Christophe Guilluy met au point sa notion d'insécurité culturelle, il le fait parce qu'un bailleur social lui a demandé d'étudier des demandes massives de relogement d'une bourgeoisie maghrébine qui s'en sortait dans un endroit où il n'y avait pas d'insécurité physique. Donc, les bailleurs sociaux se disaient, mais pourquoi ces demandes en masse d'être relogés ailleurs? Et il a découvert que c'est parce que à ce moment-là arrivait dans ces mêmes quartiers une immigration plutôt subsaharienne, et que bien sûr elle n'avait pas les mêmes mœurs, les mêmes règles de vie, les mêmes etc. Et que c'est complexe à gérer. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que c'est pas forcément du racisme. Enfin, ça n'est même pas du racisme la plupart du temps. C'est là où je trouve qu'on fait un raccourci terrible dans l'équation. On dit ceux qui s'inquiètent de l'immigration sont racistes. C'est pas ça pour moi l'équation, c'est une angoisse à gérer la complexité de la vie au quotidien. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce que je peux draguer sa sœur? Est-ce que j'ai le droit de le regarder dans les yeux, etc. Et finalement, comment on gère ça dans une société multiculturelle? Eh bien, en se séparant et en faisant chacun son quartier, son écosystème, où on connaît à peu près les règles du jeu. Moi, je pense que c'est plus ça qui est à l'œuvre dans la société française que... je vais encore reprendre la phrase de Guilluy parce qu'elle est très bonne. Il dit « plus qu'une guerre de civilisation, c'est le choc des bleds qu'on gère en bas ». Voilà. Et je pense que c'est peut-être un peu plus ça. Et on le gère de façon, pour l'instant, extrêmement, finalement pacifique et maligne. Alors, vous évoquez, parlant de la République, son aspiration universaliste. Oui. L'idée qu'il s'agirait d'un modèle probablement valable, non seulement pour la France, mais pour l'humanité entière en quelque sorte. À tout le moins, s'il s'agit d'un modèle d'exception. Mais il y a un paradoxe, peut-être, à travers tout cela, c'est que rien n'est plus particulariste que cette revendication française à l'universel. C'est-à-dire, et l'universalisme français s'alimente des mœurs françaises, de la langue française, de la culture française, je dirais d'un art de vivre à la française. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe dans le fait que les Français ne sont pas nécessairement conscients de leur profond particularisme, un particularisme qui propose une idée de l'universel. Certains vous diraient ailleurs dans le monde qu'ils ont leur propre idée de l'universel qui propose aussi. L'islam propose sa vision de l'universel. Le multiculturaliste prétend proposer au nom du vivre ensemble sa vision de l'universel. Alors, en dernière instance, est-ce que la part manquante de la réflexion républicaine en France, ce n'est pas la conscience tout simplement des déterminants sociologiques, culturels, identitaires, démographiques qui rendent possible la prétention française à l'universel, mais qui est peut-être plus française qu'universelle? Oui, je pense que c'est pour ça que je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il faut laisser tomber la partie prosélyte de notre modèle. Déjà, essayer de la défendre en France et de la défendre vraiment. Et je pense que nous avons beaucoup échoué ces dernières décennies à la défendre parce que peut-être par présomption, parce qu'on pensait qu'on avait abouti, que là c'était la fin de l'histoire, etc. Aussi parce que c'est beaucoup plus compliqué à défendre et à plaider dans sa complexité que le côté chacun a le droit de faire ce qu'il veut et les valeurs du respect qui fondent l'individualisme multiculturaliste. Donc, pour plusieurs raisons, on a échoué à le défendre. Donc, je vous répondrai, Mathieu, oui, concentrons-nous peut-être là-dessus pour expliquer que l'universalisme républicain, c'est la solution française instaurée au fil des siècles, décidée par l'histoire, par le bricolé, inventé. Je veux dire, quand on songe à l'apport des philosophes des Lumières dans la réflexion politique, à cette espèce de bascule à un moment qui nous fait, pour moi, c'est comme les découvertes scientifiques. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment, Voltaire se dit, alors que le chevalier de la Barre a été zigouillé pour blasphème, se dit, mais en fait, j'aurais dû le défendre. En fait, on devrait pas se faire tuer pour blasphème. Et d'ailleurs, le blasphème, voilà, les croyances, c'est autre chose que
Qu'est-ce qui fait qu'on bascule, que quelqu'un a l'idée dans sa tête, malgré l'histoire, malgré tout ce qui se dit, malgré de dire ça, je ne sais pas. Et pour moi, ça se défend. Et tout retour en arrière serait d'une tristesse. Et en plus, à mon sens, un danger. C'est-à-dire que, quelque part, je ne juge pas. Je ne pense pas que le modèle multiculturaliste soit, ontologiquement moins bon. Après tout, non mais si les États-Unis font mieux comme ça, moi je vais pas appliquer l'universalisme républicain aux États-Unis. Ils ont une autre histoire, ils ont une autre composition. J'en sais rien. Là, il y avait la ségrégation encore dans les années 60. Je veux dire, c'est pas pour moi. Ce qui me fait peur, c'est l'importation d'un modèle sur une histoire et une sociologie, pour reprendre votre mot, qui n'est pas la même et qui, pour moi, ça, c'est le vrai danger. Voilà, c'est le vrai danger. Et quand je vois parfois à quel point les néo-progressistes sont le cheval de Troie pour l'islamisme, quand je le vois physiquement dans les manifestations, dans les slogans, dans les hybridations comme ça contre nature, entre vous avez tout d'un coup des militants LGBTQ qui vont défendre des positions qui pourtant émanent d'idéologies qui leur vaudraient à eux d'être jetés du toit d'un gratte-ciel s'ils vivaient vraiment sous ce régime. Je me dis, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Nous arrivons vers la fin de cet entretien. Vous avez utilisé au moins quelques reprises le mot courage, disant qu'il faudrait beaucoup de courage pour appliquer les réformes nécessaires, pour restaurer en fait, à la fois sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan identitaire. Alors, je vous pose la question simplement, ce courage doit servir à quoi exactement? Quelles seraient les réformes nécessaires, les grandes décisions politiques courageuses, exigeantes, improbables peut-être pour cela, qui seraient nécessaires pour redresser dans votre esprit la France telle qu'elle doit l'être? Moi, j'ai pas d'idée précise des mesures à faire parce que je suis pas une femme politique et j'ai pas du tout la prétention d'en être une. Mais si on reprend les grands thèmes qu'on s'est dit sur l'immigration, il y a un diagnostic majoritaire qu'il faut réguler l'immigration. Voilà. Parce que le diagnostic majoritaire, il est que finalement, au cours des dernières décennies, nous n'avons pas bien mesuré et surtout nous n'avons pas bien organisé les flux qui arrivaient et ça pose aujourd'hui les problèmes dont on a parlé de coexistence des cultures différentes avec toute la partie angoissante que ça peut avoir et de mise en danger de notre modèle qui pour nous est en effet extrêmement angoissant. Donc sur l'immigration, je pense qu'il faudrait avoir le courage notamment d'aller contre parfois le monde économique qui souvent s'est servi de cette immigration bon marché pour pouvoir pallier les manques de main-d'œuvre dans des secteurs qui refusent de s'adapter et de jouer finalement l'offre tout simple le jeu de l'offre et de la demande qui consiste à dire si nous avons des métiers très difficiles, peu payés, nous n'aurons pas de personnes pour les remplir et donc finalement refusant de jouer le jeu qui consisterait tout simplement à augmenter les salaires ou à diminuer la pénibilité du travail, ils sont allés chercher la solution ailleurs. Donc ça nécessiterait d'être courageux vis-à-vis de ça et vis-à-vis, je dirais, de la disqualification morale qui ne manquerait pas d'arriver de la part de gens qui pensent, en plus, ils ont le droit, mais ils ont le droit que tout ça est très grave. Ça nous permettrait entre nous, je pense, d'être moralement beaucoup plus propres sur la façon dont on traite ce qui est quand même quelque chose, un totem français et je pense à juste titre, qui est le droit d'asile. Là aujourd'hui tout est mélangé et je pense que nous traitons parfois de façon assez peu correcte et inhumaine des gens qui pourtant sont venus chercher en France quelque chose que la France a promis par son projet de leur donner. Donc ça c'est une première chose et je dirais la deuxième chose concernant l'économie, le pouvoir d'achat, etc. Il y a pas mal de trucs à faire, mais je pense qu'on ne peut pas résoudre cette question de la désindustrialisation qui a tellement fait de mal à notre pays sans en repasser par au moins un protectionnisme aux frontières européennes.
Et pour ça, il va falloir s'armer de courage et d'un rapport de force pour parler avec nos amis allemands, nos amis des Pays-Bas, et voir à la fin aussi peut-être se reposer la question de ce que c'est qu'une Europe à 27 avec un droit de veto. Est-ce que ça peut vraiment fonctionner dans un contexte mondial où on a besoin de prendre des décisions et de se projeter en tant que puissance pour cesser d'être les gnous de la géopolitique mondiale? Alors, aux enchères, je vous remercie pour votre passage aux Idées mènent le monde. Merci infiniment. Merci à vous. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la Joute sur LCN, ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bock-Côté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.